Cette vidéo est le deuxième épisode d'une mini-série sur le Mexique. Tu peux regarder le premier ici. Allez, c'est parti. En décembre 2018, le très populiste Andrés Manuel López Obrador devient président, un de plus dans la liste des dirigeants latino-américains qui font dans le clientélisme, à l'image du Vénézuélien Hugo Chávez, de l'Argentine Cristina Kirchner, de l'Équatorien Correa, du Bolivien Evo Morales, du Colombien Gustavo Petro et du Salvadorien Nayib Bukele. AMLO, pour faire plus court, est issu d'une famille de commerçants. Il descend de colons espagnols, mais il a aussi du sang indigène, ce qu'il n'a pas manqué de rappeler durant ses campagnes successives. Paradoxalement, sa carrière politique démarre au PRI, mais suite aux fraudes électorales de 1988, il devient un transfuge et passe chez l'adversaire au Parti de la Révolution démocratique. Il devient maire de Mexico entre 2000 et 2005 et se présente aux élections présidentielles de 2006 et de 2012. Les deux fois, il arrive à la deuxième place, perdant face à Calderón, puis Peña Nieto. Sa troisième tentative en 2018 est la bonne. Excentrique et démagogue, il promet de se débarrasser de l'avion présidentiel pour économiser les sous du contribuable. Mais une autre de ses caractéristiques principales, c'est que depuis des décennies, il défend une ligne antimilitariste. Selon lui, la répression armée ne fait qu'alimenter la violence, la corruption et le narcotrafic. Voici l'une de ses déclarations qui remonte à 2012. Porque tenemos que ir sacando al ejército de las calles. El ejército no está preparado para esta función. Es otro su encargo, es defender la soberanía nacional y no debe de seguirse exponiendo al ejército. Puis, 6 ans plus tard, lorsqu'il se présente pour la troisième fois consécutive à l'élection de 2018, qu'il finira par remporter, AMLO intensifie ses reproches à l'égard de l'armée, mettant en avant les cas des exécutions extrajudiciaires et les abus de la part des forces de sécurité. Surtout qu'il y avait tout un contexte. Texas Genaro García Luna, l'ex-ministre de la Sécurité publique sous Calderón, ainsi que Salvador Cienfuegos Cepeda, l'ex-secrétaire de la Défense nationale sous Peña Nieto, ont tous les deux été accusés d'avoir accepté des pots de vin, de blanchiment d'argent et surtout de collusion avec les cartels. Donc, quand même les ministres sont impliqués dans des scandales de corruption avec l'ennemi public numéro 1, il y a du taf pour purger la fonction publique. D'ailleurs, c'est probablement ce qui a permis à AMLO de gagner l'élection. Peña Nieto, son parti le PRI, et Calderón du Parti de l'Action nationale, le PAN, avait perdu toute crédibilité. C'est comme ça qu'avec 53% des voix, AMLO, à la tête du mouvement de régénération nationale Morena, est devenu président de la République. D'ailleurs, Morena a aussi remporté la majorité parlementaire, ce qui a permis à AMLO de mettre en œuvre son projet politique sans aucune entrave. Des câlins, pas des balles. Alors ce projet, quel est-il ? Bah déjà, il a un nom très accrocheur. Que yo hable de abrazos y no balazos. Yo digo que voy a seguir sosteniendo lo mismo. ¿Ustedes creen que solo deteniendo a capos se va a resolver el problema? No, claro que si los encontramos, los detenemos. Pero el propósito es atender las causas. Des câlins, pas des balles. C'est mignon, non ? Malheureusement, l'annonce n'a pas été suivie d'effet. En tout cas, sur le long terme. Regarde. Les homicides diminuent, mais le mandat de 6 ans d'AMLO s'annonce comme le plus violent. En fait, sous la présidence d'AMLO, le taux de criminalité a baissé, mais pas tant que ça. Au cours des 2 premières années de son mandat, c'est-à-dire entre 2019 et 2020, on a répertorié presque autant d'homicides que sous Peña Nieto. Sa promesse de renvoyer l'armée dans les casernes est restée lettre morte. AMLO avait promis de démilitariser le pays. Pourtant, durant sa présidence, les pouvoirs de l'armée se sont au contraire consolidés. Le projet phare d'AMLO, c'était la mise en place d'une sorte de garde nationale en 2019. Sauf que sous son impulsion, le commandement a changé de main. Alors, initialement dirigé par une institution civile, la garde est rapidement passée sous commandement militaire. Du coup, c'était complètement contre-productif, vu qu'AMLO avait lancé cette force pour faire le taf de l'armée dans la rue et pour que celle-ci puisse retourner dans les casernes. Pire encore, sous AMLO, il y a plein de pouvoirs civils qui ont été transférés à l'armée. T'inquiète, on y reviendra plus tard. Mais
Pour faire court, on parle du maintien de l'ordre, forcément, mais aussi des travaux publics ou de la gestion de l'espace public et même de la protection de l'environnement. Pourtant, AMLO était aussi parvenu à tenir certaines de ses promesses de campagne, notamment concernant les forces armées, du moins au début. No se han detenido a capos porque no es esa nuestra función principal. Que no se puede enfrentar el mal con el mal. Y estamos convencidos que fue un error grave, un crimen, del haber declarado la guerra a la delincuencia al inicio del gobierno de Calderón. En revanche, ça n'a pas empêché AMLO d'augmenter considérablement le budget de la défense. En même temps, comme elle doit aussi et surtout s'occuper de la sécurité intérieure, ça coûte cher. Factuellement, ça veut dire que le poids de l'armée dans le budget général a nettement augmenté. Mais les dépenses strictement liées à l'activité première de l'armée, à savoir la défense du territoire face à tout ennemi extérieur, n'ont-elles presque pas évolué. En gros, pas de nouveaux avions, pas de système de défense antiaérienne, pas d'innovation dans la recherche et développement à usage militaire. L'État n'a dépensé que dans de nouveaux équipements à usage domestique, genre des armes légères et des véhicules semi-blindés, plus les salaires de toutes les nouvelles recrues. En revanche, entre la hausse du budget accordé à la défense et l'attribution de nouvelles fonctions normalement réservées aux civils, l'armée s'est rapidement imposée comme l'un des principaux acteurs des institutions publiques mexicaines. AMLO, qui rejetait l'armée et souhaitait son retrait de la rue, lui a finalement donné les clés pour s'immiscer dans tous les niveaux de la société. Qu'un homme politique fasse exactement le contraire de ce qu'il avait annoncé. C'est pas nouveau, mais AMLO avait quand même bâti sa carrière sur sa rhétorique antimilitariste. Voilà ce qu'il en pensait en 2006. AMLO a ensuite présenté son plan en 2 volets pour lutter contre ces 2 problèmes. Premièrement, a-t-il déclaré, il souhaite donner à l'armée plus de pouvoir et d'autorité dans les opérations de lutte contre les stupéfiants, car elle est la moins corrompue de toutes les agences mexicaines et peut-être la plus efficace. Il a cependant noté que cela nécessiterait une réforme constitutionnelle, mais il était convaincu qu'il pouvait y parvenir. Wikileaks, fuite de l'ambassade US à Mexico DF, janvier 2006. En fait, AMLO pensait que l'armée était la meilleure réponse au narcotrafic, parce qu'elle était moins corrompue et plus efficace. Sauf que l'armée mexicaine a longtemps été accusée d'exaction et de violation des droits de l'homme. Donc, moins les agences de sécurité civile s'en occupaient, mieux c'était. En tout cas selon AMLO, d'où son annonce choc fin 2022. Le Congrès mexicain approuve le passage de la garde nationale sous contrôle militaire, malgré les critiques. Alors, pourquoi c'est si choquant ? Parce que AMLO avait lui-même créé la garde nationale en 2019 après avoir démantelé la police fédérale. Pourtant, l'objectif initial d'AMLO était justement de lutter contre la narcoviolence, tout en démilitarisant le conflit. Et ouais, la situation était si grave qu'il a été forcé de faire marche arrière et de confier la garde nationale à l'armée. Alors, à sa création en 2019, la garde nationale ne comptait que 50 000 effectifs, alors qu'aujourd'hui, elle en compte plus de 120 000. Bien entendu, l'immense majorité de ces nouvelles recrues sont des militaires. La preuve de cette inadéquation entre les métiers de l'armée et de la police, c'est qu'en 2018, lorsque la police fédérale existait encore, elle avait procédé à presque 22 000 arrestations. En 2022, la garde nationale n'en avait réalisé que 3 000. En même temps, encore une fois, c'est pas le cœur de métier d'une force militarisée. Mais rien n'y faisait, AMLO était convaincu d'avoir raison. Pero la gente en nuestro país le tiene confianza al ejército y le tiene confianza a la Secretaría de Marina y le tiene confianza a la Guardia Nacional. En tout cas, la réforme consistant à passer la garde nationale sous commandement militaire n'est pas passée, mais on y reviendra tout à l'heure, plus en détail. En revanche, la militarisation du conflit n'est pas le seul point sur lequel AMLO a changé d'avis. Il a toujours considéré que la guerre contre la drogue était une erreur, mais durant son sextennat, il a compris les ravages du narcotrafic et la nécessité de lutter contre. Sí cambié de opinión ya viendo el problema que me heredaron. ¿Cómo enfrentar el problema de la inseguridad? On lui en voudra pas d'avoir changé d'avis. Après tout, il y a que les imbéciles qui ne se remettent jamais en question. Le problème, c'est que sa nouvelle stratégie, on n'était pas sûr qu'elle marcherait mieux que celle de Calderón et de Peña Nieto. Regardez ce graphe, il parle de lui-même.
près de 2 décennies d'intervention militaire en sécurité publique, n'ont pas réussi à mettre fin à la violence incessante des cartels mexicains et ont conduit à d'innombrables atrocités commises par des soldats en toute impunité. Tyler Mathias, chercheur sur le Mexique chez Human Rights Watch. Le Mexique traverse non seulement l'une des périodes les plus violentes de son histoire, mais en plus, les forces armées n'ont jamais joué un rôle aussi important qu'aujourd'hui. En fait, durant les premières années du mandat de López Obrador, les taux de criminalité sont restés les mêmes que sous ses prédécesseurs. Mais en 2021, il a réussi à inverser la tendance en réduisant les homicides de 4,3% par rapport à l'année précédente. Puis, en 2022, la moyenne était de 26 homicides pour 100 000 habitants, soit toujours 9 points de plus qu'en 2015. La délinquance et les kidnappings ont, eux, fortement baissé, probablement du fait que les cartels concentrent leurs efforts sur la guerre contre les forces de sécurité et que les civils sont un peu épargnés, mais faut pas pousser. Donc même si le fait que la tendance soit à la baisse est positive, niveau violence, ça reste des stats particulièrement préoccupantes. En fait, ce qui rend très difficile le démantèlement des cartels, c'est leur structure et leur organisation. Déjà, ils sont de mieux en mieux équipés et ils ont adapté leur style de combat. Aujourd'hui, ils utilisent des drones, des narcotanks et même des armes de gros calibre comme la Browning M2 de calibre 50, les mêmes que l'armée US utilise en temps de guerre. Surtout que l'État et les services publics ne sont pas présents sur tout le territoire, donc forcément que ça va pas être facile de lutter contre les cartels. Tu te rappelles qu'au début de la vidéo, on t'a parlé de l'arrestation d'Ovidio Guzmán, le fils du Chapo Guzmán? Eh bien, depuis que le père a été extradé depuis le Mexique vers les États-Unis en 2017, c'est Ovidio qui a pris la tête du cartel de Sinaloa. Donc, est-ce que tu penses que depuis l'arrestation de Ovidio Guzmán, le cartel de Sinaloa s'est effondré? Bien sûr que non. C'est l'un des points clés du crime organisé au Mexique. Ce ne sont plus des organisations pyramidales, mais des structures décentralisées avec des groupes qui fonctionnent de manière autonome. Autrement dit, si le chef tombe, l'organisation résistera et les affaires continueront. Voilà pourquoi les stratégies d'AMLO et de ses prédécesseurs n'ont pas marché. Ça, plus le fait que la militarisation de la société mexicaine a aussi eu de graves conséquences. Les 3 ombres de la militarisation mexicaine. En règle générale, la militarisation des institutions publiques, c'est pas une très bonne idée. Sauf que le cas du Mexique est très inhabituel à cause du niveau de la corruption, de la violence et du manque de confiance dans les institutions civiles. N'empêche que la militarisation de la société civile mexicaine soulève plusieurs problèmes. Par exemple, le gouvernement mexicain accorde aux forces armées un budget énorme pour construire des infrastructures publiques, pour gérer les aéroports du pays et pour faire la promotion des destinations touristiques. Le problème, c'est que ça manque énormément de transparence. Impossible d'examiner précisément l'usage de ces fonds. La FFAA recourt systématiquement à la classification et à la sauvegarde des informations de ses agences sous prétexte que la sécurité nationale, la sécurité publique et la défense nationale ne doivent pas être compromises. Le suivi et l'évaluation de l'utilisation des fonds publics devient extrêmement compliqué. Le business de la militarisation au Mexique, México Unidos contra la Delincuencia, septembre 2022. Ça s'est passé exactement pareil avec l'histoire du train Maya, dont on te parlera dans une prochaine vidéo. C'est l'occasion de te rappeler de t'abonner, de liker et de partager, comme ça t'es sûr de pas la louper. Bref, en gros, de plus en plus de contrats sont attribués à la discrétion des militaires, avec peu ou pas de transparence, et sans respecter les règles d'attribution des marchés publics. Tout ça apparemment dans un seul but, la sécurité nationale. Ensuite, justifier la création d'administrations militaires pour éliminer la corruption dans les institutions civiles, c'est potentiellement contre-productif. Si le nombre de civils dans l'administration de l'État et de ses dépendances diminue, tandis que celui des militaires augmente, alors oui, la corruption pourrait diminuer à court terme, mais faute de supervision, elle pourrait très bien ressurgir de manière beaucoup plus frappante. Et finalement, la principale inquiétude des observateurs de la vie politique mexicaine, la militarisation de la société pourrait entraîner la perte de neutralité. La tentative de déléguer aux forces armées le fait de lier les mains des futurs gouvernements implique aussi une plus grande partisanerie des forces armées, leur identification progressive à un projet politique précis.
Et quelque chose de plus grave. Cela implique la perte de la neutralité, une caractéristique essentielle pour les institutions qui remplissent les tâches de l'État et que les forces armées du Mexique ont réussi à maintenir pendant des décennies. Militarisation et état de droit au Mexique vers une impasse. Juan Ríos Figueroa, chercheur au centre Wilson. AMLO a fait des hauts gradés de l'armée mexicaine de véritables politiques. Et ça risque de poser un sérieux problème. Par exemple, est-ce que l'état-major accepterait un gouvernement qui questionnerait leurs méthodes? Ne vont-ils pas favoriser un candidat plutôt qu'un autre si celui-ci ou celle-ci leur promet une plus grosse enveloppe budgétaire? On s'expose quand même à un risque élevé de coup d'état militaire. Bon, heureusement, la Cour suprême a anticipé ce danger et a mis le holà. Depuis avril 2023, elle remet en cause la montée en puissance des forces armées au sein du pouvoir exécutif. La Cour suprême casse la réforme qui transfère le contrôle de la garde nationale à l'armée. Ça n'a pas découragé AMLO, loin de là. Il s'est obstiné, mais il n'y est pas parvenu avant la fin de son mandat. Réforme de la garde nationale, contrôle total pour le secrétariat à la défense et les pouvoirs d'enquête. La proposition de réforme reprend l'idée originale de López Obrador après que la Cour suprême a rejeté l'année dernière le décret qui militarisait la force de sécurité. N'empêche que l'armée joue un rôle beaucoup plus important dans les affaires civiles qu'auparavant. Et puis, il y a aussi le bilan sécuritaire d'AMLO. Aujourd'hui, les cartels sont encore puissants et l'État mexicain n'a toujours pas trouvé de bonne stratégie pour les vaincre. L'idée d'AMLO, des câlins, pas des balles, a eu des résultats plus que mitigés et le Mexique est toujours l'un des pays les plus dangereux au monde, où les narcos rançonnent, kidnappent, violent, torturent et tuent en toute impunité. Mais est-ce qu'on serait pas en train d'entrevoir le bout du tunnel ? Et maintenant, qu'est Le 2 juin, Claudia Sheinbaum a été élue présidente de la République. Une première, surtout dans le pays, avec le plus de féminicides au monde. Avec presque 60% des voix, Sheinbaum a marqué 30 points de plus que son adversaire soutenu par le PRI de Peña Nieto et le PAN de Fox et de Calderón. Faut bien capter que c'est l'une des campagnes les plus violentes et sanglantes de la démocratie mexicaine. Le Mexique file droit vers son élection la plus violente de tous les temps, avec 30 candidats assassinés, 77 menacés et 11 enlevés. Plus de 170 attaques ont eu lieu contre des politiques en vue des élections de juin. Bon, après je vous rassure, c'est pas parce que la campagne s'est finie que les armes se sont tues pour autant. Au Mexique, une mère assassinée au lendemain de l'élection de Claudia Sheinbaum à la présidentielle. Alors justement, cette Sheinbaum, elle sort d'où? En fait, c'est une scientifique qui navigue depuis près de 2 décennies dans la politique mexicaine. En 2018, elle devient la première maire de México DF, la capitale. Mais c'est en 89 que sa carrière politique démarre réellement, au parti de la Révolution démocratique. Ce n'est qu'en 2014 qu'elle a rejoint le parti d'AMLO, Morena. Alors, petit aparté, son père a été militant au Parti communiste mexicain. Bref, durant sa campagne, le président sortant a amplement soutenu la candidate en qui il voyait le meilleur pari pour l'avenir. Mais beaucoup craignent qu'elle ne fasse qu'appliquer le même programme politique que son mentor, une sorte d'administration AMLO 2.0. Donc, est-ce que oui ou non, elle va drastiquement réformer la politique sécuritaire du pays? Eh bien, rien n'est moins sûr. Déjà, elle a pas mal de problèmes internes à gérer. Parce que oui, même si d'après un récent sondage d'Ipsos, 55% des Mexicains considèrent que l'insécurité est le principal problème du pays, il y en a pas mal qui ont voté pour l'économie. En fait, juste derrière l'insécurité, il y a dans l'ordre le chômage, l'inflation, la pauvreté et les inégalités. En même temps, sur les 127 millions d'habitants, plus de 46 vivent dans la pauvreté, soit plus d'un tiers de toute la population mexicaine. Il y a autant de pauvres au Mexique que toute la population espagnole, soit le 4e pays le plus peuplé de toute l'Union européenne. Et si
Si on parle de pauvreté extrême, le taux de la population mexicaine concernée est de 7,1%. Ça veut dire que plus de 9 millions de Mexicains n'ont pas assez de thunes pour s'acheter des biens de première nécessité, qu'ils ne peuvent pas se soigner, qu'ils n'ont pas accès à l'eau potable et qu'ils ne peuvent pas s'alimenter 3 fois par jour. Or, sous AMLO, la situation n'a fait qu'empirer. S'il est vrai que sous sa présidence, la pauvreté a reculé de presque 7 points, plus de 500 000 personnes sont passées sous la barre de la pauvreté extrême. AMLO s'est tellement concentré sur la lutte contre la pauvreté qu'il a totalement tourné le dos aux plus nécessiteux. Surtout qu'en plus, au Mexique, plus de la moitié des Mexicains travaillent dans l'économie informelle. Donc, niveau garantie de l'emploi et aide sociale, on peut difficilement faire pire. Bref, pour les Mexicains et plus largement les pays d'Amérique centrale et les États-Unis, c'est un moment de bascule. Surtout que pour les USA, son principal partenaire économique, le Mexique, n'en fait pas assez pour contenir les flux de narcotrafic qui traversent la frontière. On estime que 90% de la cocaïne et des opioïdes comme le fentanyl entrent aux USA via le Mexique. C'est quasiment un monopole. Bref, Washington est pas content et ça se comprend. Les relations entre les États-Unis et le Mexique sont à un point critique, alors que des hauts responsables de l'administration Biden poussent le gouvernement mexicain à en faire plus pour endiguer les migrations en hausse et pour démanteler les cartels de la drogue qui produisent du fentanyl. Voilà, c'est tout pour nous aujourd'hui. À ton avis, est-ce que Sheinbaum va réussir à redresser la barre ou est-ce que le Mexique est condamné à la damnation éternelle des cartels et de la narcoviolence? Le nouveau gouvernement va-t-il réussir à reprendre la main face à l'influence du pouvoir militaire? Dis-nous ce que t'en penses dans les commentaires, on espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, abonne-toi, partage et like, et nous, on te dit à très vite pour plus d'actu internationale. Órale pues!